vient de traverser, c'est-à-dire une crise sanitaire, mais on pourrait globaliser, c'est-à-dire je viens de passer une crise en me posant un certain nombre de questions. Par contre, je n'ai pas eu trop le temps de peser le pour, le contre, ce à côté de quoi je suis passé, et parfois de très très près, qui aurait pu faire mon malheur. Et donc, pourquoi pas, avec mon expert comptable, plus éventuellement des réflexions qui viennent de connexions que j'ai, les organisations patronales, des copains le dimanche midi, autour d'un barbecue, restons positifs. Eh bien, j'ai besoin de faire le point sur moi-même en appréhendant tous ces sujets difficiles qui ont pu me toucher, qui auraient pu me toucher ou qui ont touché des copains, chefs d'entreprise également, et qui parfois, certains ne se sont pas remis. Donc c'est de ça dont on va parler. Alors, comme on parle du pire, ça veut dire que ça n'est pas arrivé, puisqu'on en parle, et tant mieux. Et donc, on va aborder ce sujet donc sous le titre aider vos clients à anticiper les coups durs, donc à venir, hein, et les baisses d'activité en période de crise. Donc, on va balayer 4 cas principaux. Et quand je dis on, c'est je vais être accompagné sur ce moment. Et si on démarre à l'heure, c'est en essayant de terminer à l'heure. Je sais que c'est important de bien timer les choses, par respect pour celui qui suit déjà, et puis par respect pour vous aussi de votre emploi du temps. Donc je vais laisser se présenter Stéphane et Sébastien, ou Sébastien et Stéphane, qui vont co-animer avec moi ce sujet pour vous. Donc moi je suis Sébastien Maisonneuve, donc je suis expert comptable commissaire aux comptes, et donc je travaille avec Stéphane notamment en tant qu'agent général du GAN, donc qui m'a invité à faire cette conférence aujourd'hui, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Gex, donc je suis agent général GAN depuis près de 4 ans à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, en ce qui me concerne, je suis cadre de la société GAN Assurance, spécialisée en assurance de personnes depuis une quinzaine d'années. Et j'ai le plaisir de venir régulièrement lors de CROEC ou d'autres réunions de quelque forme que ce soit auprès de vous. Ce thème donc va aborder 4 sous-thèmes, j'allais dire par gravité, au moins au plan humain, c'est-à-dire qu'on va commencer par, je viens à un moment de baisse d'activité. Cette baisse d'activité, elle peut avoir plein de formes, hein, surtout par les temps qui courent. Il y a 3-4 ans, on n'aurait pas parlé, par exemple, de rupture de composants électroniques dans l'automobile. Suivant les bassins du monde où se produisent les véhicules, où se vendent les véhicules, c'est-à-dire que souvent c'est les mêmes, hein. Les puces électroniques sont fabriquées en Asie et le gros du marché est tiré par la Chine. Donc eh bien, on a des entreprises qui vont très très mal, rien que pour ce sujet-là. Mais il y a, évidemment, c'est multifactoriel. Actuellement, il y a des entreprises qui redémarrent ou qui aimeraient redémarrer, mais qui ne trouvent pas de personnel à un certain degré de qualification. Je ne parle même pas du monde agricole qui, suivant qu'il y a un aléa climatique ou qu'il n'y en a pas, a besoin d'un seul coup de 100 personnes et il ne les trouve pas. Donc, la notion de baisse d'activité, elle est multifactorielle. Et une entreprise, après avoir vécu une année et demie de yo-yo avec la crise sanitaire, eh bien, peut très bien se trouver devant de graves difficultés. On va appréhender ce sujet-là et comment les dispositifs du chef d'entreprise peuvent un peu mieux accompagner. Le deuxième thème, je vais dire par ordre de gravité, forcément, c'est le risque de liquidation d'entreprise ou de cession sous contrainte économique. Hein. J'ai plus les moyens d'eux et je cherche un repreneur. Alors, sur ce sujet, il y a un gros problème que l'on vit aujourd'hui et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que trouver un repreneur aujourd'hui, c'est devenu super compliqué aussi. Donc là aussi, alors c'est hors du sujet, mais c'est un peu corollaire. C'est-à-dire que dès qu'on peut mettre en connexion des chefs d'entreprise avec des banquiers, certes, mais aussi des profondeurs, des investisseurs privés, évidemment publics, c'est aussi une partie. Alors dans notre relation, c'est des conseils qu'on leur donne, puisque GAN Assurance est implanté dans les territoires, donc on connaît les réseaux locaux. En tout cas, on essaie
de rester en contact. Et je suppose qu'un expert comptable, j'en suis même sûr, fait de même. Le troisième item par ordre de gravité, c'est la disponibilité prolongée. Alors ça touche plus le chef d'entreprise, qui est un peu l'homme clé de l'entreprise, hein, dans la micro-PME, voire même la PME. Hein. C'est à la fois celui qui tient la baraque au plan technique, c'est celui qui tient les grands comptes de l'entreprise. Et donc, s'il lui arrive un gros problème, par exemple de santé ou autre, hein, là aussi c'est multifactoriel, eh bien, il y a un certain nombre de dispositifs que s'il n'a pas mis en place, la situation peut devenir très très vite compliquée pour lui et ou pour sa famille. Et puis le cas ultime pour le dirigeant, bien évidemment, c'est sa disparition pure et simple. Et on verra que si on n'a pas préparé un minimum les choses, quel que soit, on ne parle pas de gens qui gagnent 400 000 euros, hein, ça touche tout le monde dès le premier euro de rémunération. C'est un projet d'entreprise, comme vous le savez, un projet de vie que d'être chef d'entreprise, et par conséquent, on ne parle pas d'échelle de valeur. Hein, c'est d'abord des valeurs, hein, qu'on doit défendre, et donc dès lors qu'on embarque toute sa famille dans un projet entrepreneurial, eh bien, le décès est à prendre en compte, bien évidemment. Et j'allais dire presque au premier jour. Alors Sébastien, on va peut-être commencer avec toi sur la baisse d'activité. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ouais, donc déjà la première atout déjà pour la baisse d'activité, donc c'est d'opter pour un statut agile. Donc ça c'est un sujet que vous connaissez, hein, c'est le comparatif entre le président de SAS, SASU et le gérant majoritaire de SARL, URL. Mais les moyens de se protéger en cas de crise, en cas de baisse d'activité, se trouvent dans les dispositions donc, de protection sociale obligatoire ou facultatif, donc qui vont différer selon ces statuts. Donc le président de SAS, SASU, donc il est assimilé salarié, comme vous le savez, avec éventuellement un contrat de travail. Et donc là, c'est un régime beaucoup plus rigide que le régime des TNS. Donc il est réglementé par des aspects réglementaires qui sont pour l'essentiel protéger le dirigeant, donc parce qu'il est assimilé dirigeant salarié, donc il va avoir une complémentaire santé en fonction de la convention collective, une prévoyance avec l'accord interprofessionnel des cadres, par exemple. Et lorsqu'il y a des dispositifs un peu de nature facultatif, ça reste assez limité, c'est toujours, donc il n'échappera pas au régime de l'article 83 du CGI, ou l'épargne salariale qui est applicable à tous les salariés de l'entreprise, donc qui est applicable aussi aux chefs d'entreprise. Donc tout ça pour dire qu'en fait ce statut n'est pas vraiment souple, on ne peut pas le personnaliser par rapport au statut des non-salariés qui est beaucoup plus, qui offre un caractère beaucoup plus facultatif dans les options. Donc le régime, donc par rapport à l'autre régime, donc le gérant de majoritaire de SARL, donc le TNS, donc c'est un régime beaucoup plus souple qui permet de mettre en place des outils adaptés aux besoins de son dirigeant et donc de les faire évoluer donc en cours de vie, hein, donc il peut très bien ou de les suspendre ou de les arrêter si besoin. Donc ce qui est intéressant, c'est l'évolution avec ce statut et de l'analyser en fonction au cas par cas en fonction des besoins du dirigeant. Donc c'est sûr qu'un dirigeant qui crée société, qui est très jeune, qui a 25 ans, il n'aura pas forcément beaucoup d'appétence pour l'instant à cotiser beaucoup à la retraite, alors qu'un dirigeant donc, qui a arrêté qui crée son entreprise après 50 ans, par exemple si c'est fait licencier, qui crée une boîte, la retraite sera un sujet pour lui, donc il aura peut-être besoin de bien étudier l'histoire de la retraite et de cotiser de manière assez conséquente pour optimiser sa retraite qui va arriver dans quelques années, quoi. Donc l'objectif, donc, par exemple, c'est d'assurer le dirigeant pour un capital d'essai qui peut varier, donc 5, 6, 8 ans en fonction de ses besoins, en fonction de sa rémunération. C'est aussi adapter à la baisse donc les besoins de sa complémentaire santé en fonction de sa situation, notamment donc en cas de crise pour faire des économies, ce qu'on verra plus tard. Ou ce que j'évoquais tout à l'heure, donc il a la possibilité aussi d'arrêter de capitaliser pour la retraite si à un moment donné il a besoin de faire des économies pour son entreprise. Donc c'est un régime très souple et qui permet de s'adapter donc à la vie également de l'entreprise en cas de crise ou en cas de croissance. En cas de croissance, inversement, donc il peut très bien cotiser plus pour avoir plus de droits à la fin au niveau retraite, prévoyance ou santé. Donc de même, donc, au niveau du salaire, le président de SAS, en général, donc, il est soumis à la convention collective et donc difficile de faire varier son salaire, alors que le gérant TNS, donc là, lui, il est souple dans son salaire, il peut très bien se verser un salaire un mois sur l'autre, et donc de se verser 0 un mois et de l'autre mois se verser un gros salaire, donc il est tout à fait, ou d'arrêter son salaire, il n'y a pas de bulletin de paye, il n'y a pas de formalisme, comme vous le savez, donc c'est
c'est beaucoup plus souple. Donc ça permet déjà donc à la base d'avoir un statut très souple pour pouvoir s'adapter en fonction de, comme disait Gérald, en fonction de l'évolution de la vie de l'entreprise, de la croissance ou la crise, ou comme on a pu voir avec le Covid éventuellement. Merci Sébastien. Alors comme vous le voyez, hein, la notion d'agilité, elle a un corollaire, c'est l'argent. Et donc en cas de baisse d'activité, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors justement, Stéphane, tu peux nous parler du moyen de mettre de l'argent de côté, notamment au travers de l'épargne salariale. Oui. Comme le disent nos amis anglo-saxons, cash is king. Et donc, en cas de baisse d'activité, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est la trésorerie. Vous le savez, un certain nombre d'entre vous êtes certainement chef d'entreprise en plus d'experts comptables. Donc, mettre de l'argent de côté, avoir de la trésorerie, ça s'organise grâce à son travail, avec notamment pour les dirigeants qui ne sont pas de votre activité, avec le conseil de l'expert comptable. Là encore, notamment avec un certain nombre d'encadrements dans un accord d'intéressement, par exemple. L'épargne salariale est alimentée par les très nombreux moyens personnels, intéressement, abondement de l'entreprise, permet tout particulièrement avec le PE, plan d'épargne entreprise, et avec sa capacité à sortir au bout de la 5e année, de faire face à une baisse de revenus, grâce au paiement d'un besoin. Les sommes qui sont investies sur le PE et PERCOL, le plan d'épargne collectif, sont par ailleurs sorties de la base imposable de l'entreprise et ne sont pas soumises à la charge sociale. De même, récupérer la trésorerie au bout de 5 ans n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu. Voilà tout l'intérêt de l'épargne salariale, mais évidemment on pourrait développer et faire carrément 1h30 sur l'épargne salariale seule, tant elle est riche, cette solution, de qualité, mais aussi riche de particularités. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est du sur-mesure quand on fait bien les choses. C'est une solution à tiroir. Hein, ce qui fait effectivement qu'à chaque fois, c'est du cas par cas, mais c'est toute la richesse aussi de ce dispositif. C'est de permettre d'être adaptatif, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui se ressemble finalement. Alors, je peux rajouter que bien sûr, c'est important, comme vous le savez, je pense, mais voilà, pour un dirigeant TNS, donc il suffit d'avoir un seul salarié pour mettre en place l'épargne salariale, quoi. Donc c'est vraiment un dispositif intéressant. Donc absence de charges sociales, déduction au niveau de l'impôt société, donc qui permet de réduire le résultat, donc en période de croissance, et qui permet d'accumuler donc de l'épargne à moindre coût. Donc l'épargne est bloquée 5 ans si on veut l'optimiser la fiscalité. Mais voilà, c'est quand même un dispositif très très intéressant qui peut être proposé à nos clients. Et voilà, en général, les clients hésitent parce qu'il faut le proposer à l'ensemble des salariés. Mais voilà, pour rappel, donc il faut avoir au moins un salarié, donc le dirigeant avec un salarié, ou le dirigeant qui est avec sa femme aussi, ça peut fonctionner. Donc c'est vraiment un dispositif intéressant, et c'est aussi un dispositif qui reste un dispositif de motivation pour les salariés. C'est pas juste, voilà, donc ça leur permet également de les associer aux résultats de la société, aux motivations. Et donc en période de crise, c'est pas neutre. Donc en période de croissance, ça leur permet d'accumuler de l'épargne pour les salariés, de les motiver, mais également de revoir éventuellement les critères en période de crise pour les inciter toujours à la croissance de l'entreprise, à la relance de l'entreprise. Donc c'est un critère important aussi de motivation qu'il ne faut pas négliger vis-à-vis des salariés. Alors, d'autant que vous l'avez certainement entendu dans l'actualité, et vous le voyez peut-être dans vos cabinets, il y a actuellement une pression sur le salaire, puisque comme on a des filières qui sont sous contrainte d'emploi, de disponibles d'emploi, la contradiction de tout ça, c'est qu'on va devoir augmenter les salaires pour attirer un certain nombre de candidats. Plutôt que d'écrire ça noir sur blanc dans un contrat de travail, pourquoi ne pas faire quelque chose justement à tiroir, qui serait effectivement, bien sûr, de proposer un salaire, mais complémentairement à ça, de rassurer le salarié qu'on va embaucher par un dispositif d'épargne salariale sur des critères qu'on va définir collectivement 100 ans, mais qui n'est pas une épée que l'on se met sur la nuque.
Hein, c'est quelque chose qui, dans le temps, peut évoluer, à la hausse d'ailleurs, comme à la baisse, puisque c'est un dispositif facultatif qui est soumis à une négociation. Et ce n'est pas du salaire au sens propre du terme. Alors, complémentairement à ça, vous avez des dispositifs qui touchent plus spécifiquement peu de dirigeants, de salariés de l'entreprise ou de dirigeants au sens large, hein, salariés ou statut salarié ou au statut d'indépendant, qui sont des dispositifs donc individuels, qui vont être les dispositifs de capitalisation dits article 82. Alors, article 82, ça sous-entend tout simplement qu'on a mis de l'argent de côté, mais que cet argent que l'on a sorti donc, de la trésorerie de l'entreprise est soumise pour son bénéficiaire à fiscalité et socialité. Mais c'est quand même une façon de mettre de l'argent de côté. Vous savez, la plus grande contrainte, c'est forcément de mettre de l'argent de côté avec un vœu pieux qui est par exemple de partir en vacances dans 5 ans dans une île paradisiaque, et puis qu'entre deux, la voiture tombe en panne et finalement l'île paradisiaque s'envole aussi. Donc, et il en va de même également pour un autre thème qui est cher à notre cortex chez GAN Assurance, c'est la retraite. Nombre de dispositifs qui permettent de mettre de l'argent de côté ont une vocation retraite et manque de chance, souvent à un moment donné, pour évidemment que des bonnes raisons, hein, pas critiquer la raison, mais pour le coup, l'enveloppe se trouve vidée du jour au lendemain et la retraite, forcément, s'en trouve parfois sensiblement amputée. Donc le dispositif 82, c'est un dispositif qui n'a pas d'avantage particulier ni au plan fiscal ni au plan social, mais qui est une contribution payée notamment à son dirigeant et qui permet d'externaliser des sommes, de le mettre dans un dispositif sécurisé, c'est-à-dire qu'en cas de décès ou d'invalidité grave, ce qu'on appelle les cas lourds de prévoyance, notamment ce qu'on appelle la classe 2 d'invalidité, d'être liquidable, et dans le cas, par exemple, d'une liquidation d'entreprise, de pouvoir les récupérer. Liquidation d'entreprise, le cas étant extrême, bien sûr, mais voilà, les cas lourds sont traités par l'article 82. Le plan d'épargne retraite, c'est un des termes génériques de la loi Pacte. Hein. Le plan d'épargne retraite recouvre en fait une réalité complexe puisque ça touche l'individu que nous sommes tous, la personne physique du pro, hein, le pro étant la personne morale si j'ose dire. Donc chacun peut ouvrir un plan d'épargne retraite à des fins de mise de côté d'une épargne à destination de retraite. Il s'avère que dans le plan d'épargne retraite, dans les plans d'épargne retraite, qu'ils soient individuels ou collectifs, celui qui remplace notamment l'article 83 ou le PERCO devenu PERCOL, eh bien ce dispositif permet la liquidation des sommes qui s'y trouvent en cas de surendettement personnel. Donc une petite entreprise qui se trouve dans la difficulté, généralement les salariés, avant de s'en rendre compte, voient la voiture du patron être vendue, voient peut-être ou entendent dire que le patron a des difficultés financières, avant que ça les touche eux. Voilà. Dans la plupart des cas, ça se passe comme ça dans une entreprise normale. Eh bien, quelquefois, on ne le sait pas, mais le patron, quand il finit par vendre son entreprise, il a déjà lui-même pris un certain nombre de mesures non-voyantes, et notamment celle du surendettement et le paiement d'une dette, par exemple sociale, au travers d'une épargne personnelle qu'il a constituée au fil du temps. Évidemment, il y a l'épargne en assurance vie, qui est un dispositif universel, qui là aussi est un dispositif intéressant, notamment dans le cas civil, par exemple un remariage avec des enfants des deux mariages. L'assurance vie a des qualités propres qui sont extrêmement intéressantes. Là aussi, l'argent est disponible, et notamment, bien sûr, mais pas que, dans les cas difficiles. Alors Sébastien, on va aborder les aspects collectifs de mise en place de dispositifs que l'on aura prévus, pas forcément pour parer la crise d'ailleurs, hein, tout simplement en espérant que ça se passe bien. Par contre, la mise en place d'un dispositif collectif, il y a quand même des warnings. Alors tu peux nous en dire plus ? Oui, on va essayer de privilégier toujours dans la souplesse, hein, on va essayer de privilégier donc, pour la mise en place d'un accord collectif, si on le peut, hein, mais on va éviter le référendum ou l'accord d'entreprise et plutôt passer par une DE. Donc une DE, donc c'est une décision unilatérale de l'employeur.
Donc on n'a pas besoin de... Voilà, c'est l'employeur qui décide, on n'a pas besoin de demander l'avis des salariés, c'est plus simple. Alors ne pas demander l'avis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer avec les salariés, donc, mais ça permet donc notamment de fixer les... Donc l'ADE c'est quoi? Ça permet de fixer les règles du jeu, donc pour les contrats de prévoyance, de retraite et de santé. Donc la grille de garantie, le coût, la part patronale, le traitement des ayants droit. Et donc ça permet également donc l'ADE de s'adapter en fonction de la situation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir notamment s'adapter à la baisse en cas de crise et de pouvoir redéfinir les critères en respectant les délais de prévenance. Je crois qu'ils sont de 3 mois, Gérald, je crois. 3 mois pour un avenant, oui. Et d'aider l'entreprise dans ce moment délicat. Donc ça permet vraiment d'avoir une souplesse par rapport à ça et d'être beaucoup plus simple. Voilà, vous connaissez notamment la DE, on l'a pas mal mise en place avec la mise en place des primes Macron, voilà, où c'était plus simple de faire une DE pour directement que ça soit mis en place rapidement dans l'entreprise. Et après, bien sûr, on peut très bien aussi faire un avenant à la hausse, si tout va mieux dans l'entreprise pour repartir sur de nouveaux critères. Mais voilà, le conseil, c'est quand même aussi d'en informer et de communiquer avec les salariés pour leur expliquer la situation et qu'ils ne soient pas aigris par rapport à la situation si on est à la baisse et que voilà, certaines garanties sont réduites par rapport à l'origine. Donc important de bien communiquer et de privilégier cette situation par rapport aux autres accords, donc les accords d'entreprise ou référendum. Alors, pour ceux qui sont observateurs, ils auront noté que la partie basse de la slide présente 3 critères. La dernière ligne à sauter, et en fait, Sébastien l'a résumé, c'est-à-dire que c'est cette capacité à être souple, puisque la DE évolue en fonction des besoins de façon unilatérale, elle est portée par son nom, ou le nom est porté par le principe, à savoir qu'on met en place quelque chose et on peut ensuite le modifier de la même façon, moyennant un délai de prévenance. Et Sébastien, complémentairement à ça, autre élément, j'allais dire, de souplesse, d'agilité justement, c'est les dispositifs qui vont permettre d'aider, la voilà cette fameuse phrase, qui vont permettre aux dirigeants d'accompagner, malheureusement, à un moment donné plus compliqué, où ils étaient obligés de se séparer de quelques-uns de ses collaborateurs, avec l'indemnité de fin de licenciement, et donc la provision de celle-ci. Oui, donc moi je regrouperais en fin de compte l'indemnité de licenciement et l'indemnité de fin de carrière. Oui, bonne idée, c'est le même principe. Moi, ce que j'ai plus vu chez mes clients, c'est plutôt des indemnités de départ pour fin de carrière. Mais ça permet justement à l'entreprise d'externaliser sa trésorerie pour anticiper des éventuelles indemnités de licenciement et des indemnités de fin de carrière en fonction de sa situation. Et ça permet, moi j'ai eu le cas, parce qu'en fonction d'indemnité de fin de carrière, faut voir en fonction de la situation de l'entreprise, mais moi j'avais eu le cas d'une entreprise qui avait repris un fonds de commerce à la barre du tribunal avec des salariés qui avaient une certaine ancienneté, qui avaient plus de 50 ans, donc ils savaient très bien que dans quelques années il y aurait des gros départs à la retraite avec reprise de l'ancienneté, et donc ils ont pris ce contrat parce qu'au début ils faisaient beaucoup de résultats. Donc l'intérêt aussi, c'est que c'est déductible. Les cotisations sont déductibles du résultat de l'entreprise, donc fiscalement c'est intéressant. Le petit inconvénient, c'est que ça mobilise bien sûr de la trésorerie, mais ça permet d'anticiper les besoins. Et quand tout va bien, comme ça, on externalise la trésorerie. Et quand c'est un peu plus difficile, ça permet de dire, les dépenses sont déjà prévues. S'il y a un départ, un licenciement, un départ à la retraite, de pouvoir... il n'y a pas de sortie de trésorerie pour l'entreprise. Donc c'est quand même un dispositif intéressant. Qui n'est pas forcément encore peut-être beaucoup utilisé. Je ne sais pas après si vous en avez beaucoup... au GAN, mais oui, alors effectivement, l'indemnité de fin de carrière est un vrai sujet, a été d'abord un vrai sujet, puisque la pyramide des âges dit du baby boom, on l'a passé, et on l'a passé avec une certaine virilité, puisque l'essentiel a été l'objet d'un effort sur la trésorerie de l'entreprise. Donc ça n'avait pas été provisionné, ce qui fait qu'il y a un double effet qui se coule. L'année en question, vous avez un débours de trésorerie important. Ça peut tomber une très mauvaise année où vous n'avez pas que ça à penser. Et puis deuxièmement, vous avez obéré cette épargne, par exemple sur une base 100, de la participation financière. C'est-à-dire que plutôt que de mettre 100 000 euros de côté en une seule fois sur laquelle il n'y a aucune participation financière, si vous avez une rémunération, ne serait-ce que de... on va pas vendre du rêve, mais ne serait-ce que de 2% par an de rendement,
eh bien, ces 2% contribuent sur 10 ans de façon quand même assez sensible, à ces 100 000 euros que dans l'intégralité, vous n'aurez pas mis de côté. Donc, vous avez le double effet, c'est-à-dire l'impact fiscal des cotisations. Donc, vous payez un assureur en externalisant ce que vous avez établi et que vous avez d'ailleurs répercuté dans l'annexe du bilan. Alors, soit dit en passant, on n'est pas obligé non plus d'externaliser 100%. Si le passif social indique, je ne sais pas, 400 000 euros de besoins sur les 5 prochaines années, bah, on a les moyens, on le fait. On n'a pas les moyens, on en fait 50%, on en fait 30%, on en fait 20%. Mais faire zéro, on est entre nous, c'est ballot. Voilà, donc il faut le faire, 20%, 30%, 40%. Et puis quand on a une année exceptionnelle, il peut y avoir un concours externe qui participe à la hausse de l'IS la même année, eh ben, on n'oublie pas de provisionner à la hauteur du passif social. Et ça, c'est extrêmement performant parce que justement, au moment où vous avez votre pyramide des âges qui commence à s'exercer, hein, donc les départs en retraite, eh bien, vous avez le cash, finalement. Vous appelez la compagnie d'assurance et elle va payer à votre place. Elle va vous payer, en fait, évidemment. Elle va vous rembourser la part dont vous avez besoin pour payer ce départ en retraite. Et ça vaut de la même façon pour les licenciements. Alors, évidemment, Sébastien me faisait remarquer tout à l'heure, oui, mais on ne peut pas toujours les connaître d'avance. Mais en même temps, un dispositif de licenciement peut se faire, on le monte en un mois. Donc si on est devant une situation dure et que potentiellement on doit provisionner 40, 50 000 euros, bah, autant les externaliser, c'est toujours ça de mis de côté. Et puis bah, si 3 mois après on doit s'en servir pour effectivement signifier le licenciement et surtout le payer, eh bien on a les moyens de le faire. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer les fonds ? Non, alors justement, c'est forcément une contrainte, mais c'est une contrainte qui tient au cadre de tout le social en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une idée et puis revenir 3 mois après dessus. C'est-à-dire qu'on s'engage vraiment forcément. Ce qui fait que, bien évidemment, il arrive quelquefois que le passif social ait été, pour de bonnes raisons, à un moment donné, hypertrophié, on va dire. Donc bah, là, on en a pour des années à l'utiliser. Donc on a de l'argent de côté. Et puis, bah, voilà, ça va se faire au petit bonheur des recrutements, des hommes et des femmes qui vont rester dans l'entreprise et qui, à un moment donné, liquideront dans 10 ans, dans 15 ans, leur retraite. C'est pour ça que c'est intéressant. Je réponds pas à la question complètement posée parce que je vais un petit peu au-delà. Quelquefois, il arrive que vous ayez un dispositif d'IFC, d'indemnité de fin de carrière, qui soit justement hypertrophié. Interroger l'entrepreneur, savoir s'il n'a pas besoin d'une partie de cette somme pour justement appréhender des licenciements. Le sujet effectivement est grave, il est sérieux, hein, et vous connaissez l'entreprise autant que faire se peut. Par conséquent, il y a des fois, ça ne vaut pas le coup de poser la question, mais quelquefois, il a besoin de cet argent pour un licenciement parce qu'il a un cas et il veut le traiter. Bah, si on va transformer donc ce contrat indemnité de fin de carrière pure en contrat mixte, indemnité de fin de carrière, licenciement. Et ce qui fait que, par exemple, s'il y a 50 000 euros dedans et qu'on a réellement besoin que de 30 000 à 5 ans de là, ben, il y aura 20 000 euros potentiellement mis de côté pour un licenciement éventuel ou des licenciements éventuels. Et ça se fait couramment parce qu'effectivement, on a des régimes qui sont des régimes d'assurance qui sont hypertrophiés. Oui, et je voulais juste rajouter par rapport à l'exemple que donnait Sébastien tout à l'heure, que pour une société qui met en place justement des IFC, le vendeur valorise mieux sa société au moment de la vente auprès du repreneur parce que justement le repreneur sait qu'il aura déjà cette trésorerie-là qui est mise de côté et il n'aura pas besoin d'amputer sa trésorerie pour payer ses indemnités de fin de carrière. Donc le vendeur pourra mieux valoriser sa société ou son fonds de commerce. C'est exact. Un critère important. Alors, le deuxième chapitre touche la cession sous contrainte ou la liquidation. Donc là, on est vraiment dans le dur. Hein. Depuis quelque temps, le chef d'entreprise vit une rupture d'approvisionnement, par exemple de puces électroniques, mais ça peut être beaucoup plus bête que ça. Hein. Actuellement, on a une tension sur la tôle, hein, tout simplement. Hein. Donc les serruriers ont du mal à s'approvisionner de tôle X ou Y.
Donc ça peut mettre à mal l'activité à très court terme de l'entreprise. Donc de fait, on peut très bien arriver à des moments de tension au sein de l'entreprise qui amènent, pourquoi pas, à rechercher un repreneur ou un associé éventuellement, mais qui cet associé, si il arrive dans un moment défavorable pour l'entreprise, va vouloir en tirer le jus. Donc il va vouloir prendre le leadership dans l'association, ce qui est assez normal. Donc, et puis évidemment, le pire des cas, la liquidation. Alors, il ne faut pas oublier que dans ce cas présent, un dirigeant, et on a vu que les deux statuts salariés et non salariés avaient un certain nombre d'agilité pour certains statuts et d'autres un petit peu plus rigides, mais dans les deux cas, ils n'ont pas accès à un dispositif d'assurance au sens public du terme, qui est le Pôle emploi. Donc, c'est un élément auquel il faut faire réfléchir nos dirigeants. Alors, je sais bien que ce n'est pas aisé, quand on est expert comptable, d'aborder, alors que le bilan est bon pour la 4e année, que ça se passe bien, qu'on va recruter, de lui dire, au fait, tu t'es assuré en cas de dépôt de bilan de ton risque de chômage. Ça jette un froid. Donc, forcément, mais bon, je vous laisse la psychologie... d'amener ce sujet-là. Et donc, la garantie sociale du chef d'entreprise existe, continue à bien fonctionner pour les dirigeants. Et Dieu sait que depuis 2 ans, on a été sollicité en prestation, notamment, puisque dans le cas d'une cession sous contrainte économique ou dans le cas d'une liquidation d'entreprise, le dirigeant TNS ou salarié va se retrouver avec un dispositif qui va le couvrir jusqu'à, parce qu'il y a un jeu d'options qui fait qu'il peut prendre moins pour que ça lui coûte moins cher, donc c'est très souple, prendre jusqu'à 70% de son revenu et jusqu'à 2 ans. Donc c'est quand même pas mal. Et pourquoi j'en parle à des experts comptables ? Parce qu'un dirigeant qui a été picousé à la direction d'entreprise, qui a managé, qui a eu un beau projet, qui pour des raisons parfois exotiques, exogènes comme on dit pour les... J'ai regardé le dictionnaire avant. Pour des notions exogènes à son entreprise, se retrouve acculé à devoir déposer le bilan. Dans combien de cas va-t-il recréer une entreprise dans les 5 ans qui suivront ? Dans 70% des cas. Donc il va venir vous revoir si vous l'avez bien accompagné, bien conseillé. Alors, évidemment, il était peut-être ferrailleur et il va devenir kebab, c'est possible. Mais il reviendra vous voir parce que vous avez été au conseil, vous avez été à son contact à lui proposer des solutions. Après, il fait ses choix. Je n'ai pas pris. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Mais la GSC est là. Pour un salarié, le taux de cotisation, charge patronale, enfin maintenant c'est à la charge du patron seul, c'est 6,50 et quelques. On va dire 6,5% du salaire brut. Chez un dirigeant, jusqu'à la tranche B inclus, on est en dessous de 5% de taux de cotisation sur la rémunération. Et pour avoir des garanties, je vous dis, de 70% sur 2 ans. Donc ça reste comme c'est bien géré, ça coûte moins cher. Ça concerne aussi une population qui ne dépose pas le bilan tous les 4 jeudis. Donc c'est mutualisé, c'est géré par une association, donc avec les représentants patronaux que vous connaissez. Les trois grands. Par conséquent, c'est très sainement géré et ça continue à servir à nos dirigeants et clients. Voilà pour un rappel sur la GSC que j'espère vous connaissiez. Pour l'essentiel, je n'en ai même aucun doute. Alors, Stéphane, un petit zoom sur l'épargne salariale, parce qu'il y a des thèmes extrêmement intéressants avec l'épargne salariale dans le cadre de la loi Pacte. Oui, effectivement, et avec l'épargne salariale, comme vous le savez, donc la trésorerie est bloquée pendant 5 ans sur le plan d'épargne entreprise. Et concernant le PERCOL, comme son objectif le dit, c'est la retraite. Et en fait, l'épargne est bloquée jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Mais il y a des cas de déblocage anticipé. Et notamment pour le salarié, c'est la rupture du contrat de travail, donc, qui lui permet de retirer et de récupérer sa trésorerie à tout moment. Ce qui n'est pas possible par contre sur le PERCOL. Concernant le TNS,
Lui, il ne peut pas récupérer la trésorerie immédiatement en cas de liquidation judiciaire. Par contre, il peut récupérer cette trésorerie sur son PERCOL. Et tout comme en cas de situation de surendettement, à la fois sur le PE et sur le PERCOL. Comme Gérald nous le disait, donc le dirigeant n'a pas droit au chômage, mais peut bénéficier donc de la GSC. Et donc, à la fin des droits à l'assurance chômage, pardon, pour le salarié peut récupérer cette trésorerie-là au PERCOL au bout de 2 ans pour les salariés de moins de 50 ans et 3 ans pour les salariés de plus de 50 ans. Absolument. Alors ça, c'est une richesse liée à la loi Pacte, qui, quand on le regarde dans le détail, est quand même... Alors, ce n'est pas une révolution, mais ça a quand même ouvert un certain nombre de choix qui peut toucher chacun. On ouvre un PER, on achète une première résidence secondaire, 10 ans après, on change de région, on achète une deuxième résidence secondaire. Ça, c'est pour les côtés un peu sympa, un peu smiley, mais puisque là, ce n'est pas le thème. Mais... pour les cas plus durs, le PER est vraiment ouvert à ces solutions et donc on peut récupérer assez facilement les sommes investies soit sur le P2E, soit sur le PERCOL. Alors on va retrouver bien évidemment, je le rappelle, dans le cas de liquidation sous contrainte ou dans le cas de vente sous contrainte ou de liquidation de l'entreprise, le besoin pour le dirigeant de retrouver de l'épargne. Et donc si on a mis en place de l'article 82, cet argent est disponible, qui permet de rebondir derrière, ce qui permet tout simplement d'atténuer l'impact de cette liquidation d'entreprise, donc du manque de rémunération au moins pendant quelques temps, voire même de payer des dettes, bien évidemment. Le plan d'épargne retraite, on l'a vu précédemment dans le cadre plus large de la loi Pacte, et puis l'épargne et l'assurance vie. Donc, encore une fois, quand on crée une entreprise et quand on a passé ces premières années difficiles et qu'on commence à envisager un trend, il faut parler d'épargne avec son dirigeant. Non pas d'épargne pour de l'épargne, chacun a en tête, notamment chez les hommes, je veux dire, l'envie d'acheter une Porsche. Mais sans parler de Porsche, qui une fois sorti du garage vaut plus que 80% de sa valeur, mettre de l'argent pour obtenir du cash, et justement au moment d'un moment difficile, est essentiel. Personne ne sait ce qui peut se passer dans la vie professionnelle, ce qui peut se passer dans la vie privée. On va parler un peu plus tard de la situation familiale. On peut très bien vivre un vrai bonheur avec son entreprise et puis à un moment donné, ça casse avec son conjoint. Et tout ça, il faut l'appréhender malheureusement. Qui prévoit continue à rêver. Sébastien, justement, protéger sa famille... Un point très important, protéger sa famille. Donc, pour l'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, on sait que, vous le savez, que dans les sociétés, donc, par action, les SARL, la SAS, la SA, donc les associés ne sont pas tenus ou passifs sur le patrimoine personnel, sur leur patrimoine personnel. Par contre, bien sûr, malheureusement, il y a des exceptions. Donc, la remise subie en cas de faute de gestion du dirigeant, donc qui serait une faute de gestion reconnue, qui mettrait en cause sa responsabilité. Et donc là, qui pourrait permettre au créancier d'intervenir sur son patrimoine personnel, ou la remise consentie par le dirigeant. Donc là, c'est la contrainte du crédit, la contrainte bancaire, où souvent les banques demandent une caution personnelle du dirigeant pour faire un emprunt. Et donc là, le dirigeant, il n'a pas trop le choix s'il veut avancer sur ses projets. Donc c'est vraiment un point important. Et donc voilà, on se demande donc comment protéger sa famille, alors que la vie de l'entreprise a créé des cautions en son sein et donc essayer de limiter les risques. Parce qu'on rappelle que les époux sont solidairement tenus des dettes contractées dans l'intérêt du ménage et de l'éducation des enfants et la solidarité à l'égard des dettes fiscales également. Donc là, on va faire une petite incursion sur les régimes matrimoniaux. Donc les 4 régimes matrimoniaux, donc le régime de la communauté. Donc c'est le régime le plus connu, qui est ceux qui ont choisi l'union libre. Donc il est régi par le consentement des époux entre eux et sur l'ensemble de leurs devoirs. Donc là, c'est pas à recommander en tant que pour un entrepreneur. Dans ce cas-là, donc les époux sont solidaires. Donc la caution est de fait communautaire.
et donc l'époux doit également, sur son patrimoine, est redevable sur son patrimoine. Donc il n'y a pas de séparation du tout du patrimoine. Ensuite, le régime de la séparation de biens, donc là c'est celui qui s'impose plus là, en cas d'entrepreneuriat, hein, donc qui permet justement, et qu'il faut quand même essayer de conseiller aux dirigeants, pour permettre de séparer donc, les patrimoines des époux. Donc les créanciers n'auront pas le droit de saisir le patrimoine de l'autre époux. Donc il s'agit d'une séparation totale. Cependant, il est possible aussi pendant le mariage de créer ce qu'on appelle une îlot de communauté, qui permet donc aux époux d'avoir des biens en commun. Mais par contre, pour tout ce qui est entreprise, de pouvoir séparer et donc de ne pas prendre de risques à ce niveau-là, au niveau notamment des cautions. Ensuite, donc, les régimes un petit peu moins bien connus, donc c'est la communauté réduite aux acquets. Donc ça, c'est plus rare, mais ça existe. Donc là, le principe de ce régime, c'est que les biens achetés pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux représentent des biens communs. Par contre, tous les revenus aussi, également, qui proviennent de biens communs pendant le mariage, donc, ou qui proviennent de biens propres acquis avant le mariage ou acquis par exemple héritage, comme des revenus fonciers sur des biens immobiliers, sont aussi des revenus communs, pardon. Donc rentrent dans le patrimoine des époux. Par contre, chacun des époux conserve la propriété de ses biens qu'il a perçus donc avant le mariage, ou qui sont appelés des biens propres, ou des biens qu'il a reçus à titre d'héritage ou donation. Donc, ou des biens achetés grâce à la vente d'un bien propre ou à une somme d'argent qui est reçue en donation. Donc sur ce principe de la communauté réduite aux acquets, on peut quand même se demander après comment ça se passe si l'entreprise qui est créée pendant le mariage, est-ce que les créanciers donc, peuvent venir éventuellement embêter les parties par rapport à cette problématique de caution, par exemple, parce que ça peut faire partie du patrimoine commun du couple. Donc attention, risque à ce niveau-là. Et ensuite, le dernier régime, c'est la participation aux acquets. Donc c'est un peu un régime hybride là, entre la séparation de biens et la communauté réduite aux acquets. Donc c'est un régime qui fonctionne comme une séparation de biens, mais chacun des époux doit participer à l'enrichissement de l'autre. Donc par exemple, en situation de liquidation du régime, par exemple par divorce, donc une créance de participation au profit de l'époux, donc qui s'est le moins enrichi, donc répondra à la définition de nivellement de patrimoine. Donc ça veut dire que le dirigeant peut éventuellement être un peu en difficulté parce que son patrimoine personnel va être réduit parce qu'il sera obligé de niveler son patrimoine au profit de son épouse. Donc aussi attention à ce régime-là qui existe et qu'on voit quand même aussi assez souvent. Pardon. Donc là, pour moi, il n'y a pas photo, c'est la séparation de biens qui s'impose. Donc, et bien ça, c'est un sujet qu'on ne parle pas forcément avec nos clients, mais c'est important quand même de bien connaître leur situation à ce niveau-là pour éviter des risques éventuels plus tard en cas de difficulté ou de défaillance de l'entreprise. Alors, ces régimes sont d'autant, au moins portés à votre connaissance, en tout cas pour le dossier, si j'ose dire, client, parce que la vie est longue, on peut se retrouver dans une deuxième vie avec une famille recomposée, etc. Donc, ces éléments-là qui tiennent de la vie de l'entreprise aussi, de l'impact en cas de décès, si le dirigeant venait à disparaître prématurément, tout ça a un impact extrêmement fort. Et à minima, avoir cette information de la première vie du dirigeant que vous avez en face de vous, de la deuxième en cours, de sa prise de responsabilité, donc s'il y a un mariage, s'il y a un contrat de mariage, et s'il y a éventuellement des détails patrimoniaux qui ont été signés entre les époux ou les pacsés, par exemple, etc., un testament, quand on est pacsé. Ce sont des éléments extrêmement importants parce que, effectivement, lorsque ça va bien, pas de problème, c'est leur choix, mais quand ça va mal, un couple qui divorce, si monsieur était seulement impliqué à la direction de l'entreprise, mais ça vaut aussi pour madame, l'entreprise ne va pas bien.
Quand on jette des assiettes à la maison, généralement, l'entreprise ne va pas bien au même moment. Donc, pour la salubrité de tout ça, il faut être au clair et puis prévenir, avoir un discours professionnel, en fait, autour de ce sujet-là. Voilà, donc protéger la famille. Alors, troisième item, en ordre de gravité, on prend un petit cran supplémentaire, la disponibilité prolongée. Il n'est pas encore décédé, mais Stéphane, tu vas nous préciser quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place pour parer justement à cette indisponibilité. Alors, qu'est-ce que l'indisponibilité prolongée? En fait, ça regroupe deux sujets. D'abord, l'arrêt de travail, qui peut durer, donc l'incapacité, qui peut durer jusqu'à 3 ans. Et au-delà de 3 ans, après, on peut passer en invalidité. Et en fait, autant quand on est en arrêt de travail sur quelques jours, on peut faire face à une petite baisse de trésorerie, de rémunération sur quelques jours, quelques semaines. Mais dès qu'on commence à parler de mois ou d'années, le besoin n'est pas le même. Donc il y a tout intérêt effectivement à se couvrir en prévoyance, soit à titre individuel, soit au titre d'un contrat collectif. Et donc les contrats collectifs sont proposés par les entreprises à travers, sur certains secteurs d'activité, via les conventions collectives, que vous connaissez notamment sur la convention collective des experts comptables. Et à ce titre-là, je vais vous donner 3 exemples sur 3 conventions collectives. Alors je vais commencer par celle de la métallurgie, où en fait l'incapacité, en cas d'incapacité, en fait, la sécurité sociale et l'organisme complémentaire versent 70% du salaire du salarié. Sur la CCN du Syntec, cette incapacité est couverte à hauteur de 85%, donc jusqu'au plafond annuel de la sécurité sociale, donc 40 000 €. Et alors ça descend à 80% au-delà. Et la dernière CCN qui va vous intéresser, qui vous concerne, donc c'est la CCN d'expertise comptable. En fait, donc la sécurité sociale et la complémentaire versent 80% du salaire et, en cas d'incapacité, et en cas d'invalidité en classe 1, cela tombe à 75%. Donc effectivement, il y a une solution à rechercher, soit de manière collective ou même à titre individuel pour compléter justement cette baisse. Et qui dit indisponibilité prolongée, dit donc une baisse de besoins, parce que il y a certains loisirs, activités qui sont pas faites, qui ne peuvent plus être faites, mais par contre il y a d'autres besoins qui existent, notamment ça peut être l'aménagement de sa maison, l'installation d'un escalier, d'une rampe Stana, la mise en place d'un portail automatique, l'aménagement de la voiture ou l'achat d'une voiture spécifique à sa situation. Donc, et cela peut être complété aussi par la garantie des accidents de la vie, qui vient couvrir en plus de la prévoyance, et avec éventuellement une option aussi professionnelle qui permet justement de couvrir ces besoins-là, et un versement de capital jusqu'à plusieurs millions d'euros. Très bien. En complément de ça, on peut avoir cette indisponibilité prolongée, peut signifier finalement la non-participation à l'activité opérationnelle de l'entreprise. Donc on peut être amené, et ça vaut également pour le cas du décès, à mettre en péril les autres associés. Alors par conséquent, avec Sébastien, vous reparlez de la garantie croisée d'associés et la garantie homme-clé. Sébastien, tu peux nous éclairer sur le sujet? La garantie homme-clé. La garantie croisée d'associés pour commencer, peut-être? Oui, la garantie d'associés, ouais, j'étais là-dessus. Oui, mais c'est important justement en cas pour protéger l'entreprise et les associés, de pouvoir, en cas de décès d'un associé ou d'incapacité, d'invalidité, de souscrire une garantie d'associé, donc auprès d'un assureur, hein, qui permet donc de libérer un montant prédéfini aux associés existants, afin qu'ils achètent aux héritiers de l'un de leurs confrères associés donc les parts sociales. Donc ça évite beaucoup de problématiques
Et ça permet d'anticiper les sujets, les agréments en cas de décès d'un associé, d'incapacité, où là on se retrouve avec les héritiers, avec la femme du défunt, et ça peut être compliqué et ça peut avoir des impacts sur la vie de l'entreprise. Donc ça évite aussi le recours à l'emprunt ou le risque de surendettement afin de financer les rachats de vos parts, donc à un moment donné où ça peut être plus compliqué. Donc ça écarte l'intervention d'un tiers dans l'activité de la société, donc éviter que par exemple les héritiers arrivent dans la société alors qu'ils ne la connaissent pas et qu'ils puissent impacter la gestion et certaines décisions. Et ça offre la possibilité de rechercher un nouvel associé éventuellement aussi de façon plus sereine sur la durée pour relancer, revoir l'actionnariat de la société. Donc c'est vraiment un sujet, je pense, assez important, qu'il faut anticiper, bien sûr, qu'on ne pense pas toujours, hein, c'est pas l'objectif, on ne pense pas à ces problématiques, mais qui peut permettre vraiment d'éviter des désagréments en cas de coup dur, là, quand un associé est défaillant, quoi. Donc ça évite les brouilles, les tergiversations entre les parties détenteurs d'une entreprise, et à l'inverse, si on est en bénéficiaire ou endetté à ce niveau-là. Donc il en va de soi que cette garantie d'associé, en général, donc il faut qu'elle soit associée, adossée à un pacte d'associés, donc qui est l'acte juridique entre les associés qui fixe les règles, donc des règles de rachat d'actions, de valorisation d'accès en cas de départ d'un associé. Et donc la garantie d'associé s'inscrit dans ce pacte d'associé qui est un document juridique, donc qu'il faut vraiment essayer de conseiller aux clients et qui est assez technique, donc qui peut être notamment rédigé qui peut être aidé pour la rédaction par un avocat spécialisé dans ce domaine, pour essayer de redescendre toutes les articles au niveau du pacte d'associés qui sont intéressants en cas de qui prévoit un peu tous les cas de figure en cas de sortie pour protéger. L'objectif, c'est vraiment de protéger les associés actuels et l'entreprise pour qu'elle puisse perdurer et croître au même niveau, quoi. Donc c'est vraiment un point important à ce niveau-là. Donc la garantie d'associés. On va intégrer donc forcément la famille, hein. Donc là on l'a figuré par le conjoint et les enfants majeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent être impliqués, ils doivent s'engager, hein. C'est pas au lendemain du décès de l'époux, dans le cas présent en tout cas, qu'on va se poser la question de savoir ce qu'on va faire de l'entreprise. Ça a été réfléchi, réfléchi à froid. Alors quand Sébastien évoque l'intervention par exemple d'un avocat, il y a plein de sujets sur un pacte d'associés, et notamment il y a le sujet de la valorisation de l'entreprise. Parce que quand on y réfléchit à froid, l'entreprise elle vaut 1 million, et puis quand l'événement arrive, l'entreprise vaut 10 millions. Donc forcément il faut avoir mis les garde-fous, il faut avoir travaillé posément à l'évolution du pacte d'associés et qu'il n'y ait aucun problème. On essaye de prévoir justement des formules de calcul. Exactement. Pour la valorisation de la société, pour justement dire tiens, si c'est dans 15 ans, on fera toujours la même formule de calcul pour qu'il n'y ait pas de sujet à ce niveau-là, quoi, en cas de sortie. Voilà, donc on adosse ça à un contrat d'assurance, hein, qui permet de l'extérieur de payer aux associés restants les sommes au prorata de leurs engagements dans l'entreprise, de manière à ce que individuellement ils payent à la famille la somme due et conformément prévue au pacte en question, de telle manière à ce que, en retour, cette famille renvoie les parts sociales aux associés en place, et que la pleine propriété de l'entreprise reste entre les mains de personnes qui ont l'historique de l'entreprise et en connaissent le détail et son projet entrepreneurial. Voilà, ça c'est la synthèse. Et pour l'homme clé, Sébastien ? Donc l'homme clé, c'est aussi important des fois. Donc, dans les entreprises, il y a des salariés qui sont vraiment très très importants, dont l'entreprise peut être dépendant éventuellement, hein. Donc ça peut être. Moi j'avais le cas dans des startups où il y avait des ingénieurs là qui étaient de très très haut niveau. Et si la personne part, ça peut être vraiment un très gros handicap pour la société. Et donc il y a des assurances qui existent dans ce cadre-là, donc l'assurance homme clé pour s'assurer en cas de départ, en cas de cette personne, pour éviter justement, qu'il y ait une contrepartie pour l'entreprise, quoi, à ce niveau-là. Donc ça peut être un ingénieur, un commercial de très haut niveau, un très haut dirigeant, donc qui peut permettre d'éviter à l'entreprise
d'un seul coup de perdre beaucoup de chiffre d'affaires ou vraiment une très grande connaissance. Donc c'est quelque chose... alors je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus, Gérald, sur le... Alors, autant la garantie associée va permettre à des personnes physiques de faire circuler une somme d'argent ou des sommes d'argent de telle manière à ce que l'entreprise garde son intégrité sociale, autant l'homme clé, on va alimenter l'entreprise, donc le haut de bilan, on va enrichir l'entreprise du jour au lendemain, en n'oubliant pas l'IS qui va avec, hein, de manière à ce que l'entreprise puisse faire face à un certain nombre de dépenses liées. J'ai perdu mon ingénieur-chercheur, j'ai eu le cas l'année dernière. Dans notre entreprise, on a un ingénieur-chercheur qui était également chef d'entreprise, a été spécialiste sur la reconstitution osseuse du crâne. Bon, on ne rentrera pas dans le détail, un doctorant en je ne sais plus quelle science, machin, bon bref. Et il est décédé prématurément et l'entreprise, alors qu'elle avait des brevets, qu'elle avait un patrimoine intrinsèque exceptionnel, en fait, est passée de la lumière à l'ombre du jour au lendemain. Et elle n'a eu, enfin la veuve n'a eu c'est une sorte de sauvegarde par le fait de l'intervention d'une boîte américaine qui a racheté l'entreprise. Mais si on avait anticipé les choses, eh bien, l'entreprise serait restée en France, et en l'occurrence à l'UTC de Compiègne, puisque l'ingénieur était doctorant à l'UTC de Compiègne. Donc vous voyez, c'est des situations macabres qui amènent à une perte de richesse en France, parce que finalement cette entreprise a été rapatriée aux États-Unis et elle développe la valeur ajoutée de cette entreprise là-bas. Donc l'homme clé, on identifie ce que va coûter la perte de tel ou tel individu au sein de l'entreprise. Ça peut être un doctorant. Moi, j'ai une entreprise de transport sur laquelle il y a un spécialiste de la logistique internationale, donc quelqu'un qui manipule ça avec maestria, les containers, le stockage, l'optimisation de tout ça. Enfin, moi, j'y connais rien, mais en tout cas, voilà. L'entreprise et l'expert comptable ont valorisé ce que ça lui coûterait de devoir le remplacer au pied levé, malgré une contrainte de temps, parce que la logistique, c'est du flux tendu. Et donc, ils l'ont évalué et ils ont mis en place un homme clé. Ce qui fait que, alors il n'est toujours pas mort, hein, pour le coup, il n'est toujours pas invalide, mais je pense que psychologiquement, c'est important de savoir qu'on a au moins un certain nombre de leviers comme ça qui permettent d'appréhender cette difficulté-là. Puis derrière, on va faire... on a les moyens de se payer un cabinet de recrutement français, local, régional, national, international. On a les moyens aussi d'approcher à la concurrence des gens pointus et cher payés, parce que justement on a mis en place la trésorerie qui va bien, qui va tomber dans le haut de bilan de l'entreprise. Voilà ce qu'est l'homme clé. Voilà, donc le fonctionnement, vous le voyez là, donc ça marche dans les deux cas, la validité, puisque forcément à partir du moment où on est en validité de niveau 2, on est interdit de travailler en France, hein. Donc, cela dit, c'est juste normal. Et où, dans le cas du décès, et donc, on va compenser en trésorerie pour sécuriser l'entreprise, pour chercher un remplaçant, pour rembourser les frais financiers. Et surtout aussi communiquer. Il y a de l'informel dans la perte d'un dirigeant. Vous voyez, par exemple, j'ai rencontré Philippe, ça va me revenir, mais il s'appelle Streff. C'est un des présidents directeurs généraux de Peugeot, Christian Streff, ouais, qui s'est retrouvé un jour à devoir poser un premier genou, puis un deuxième genou dans son bureau à 4h du matin ou à 5h du matin. Et Peugeot a été très très mal pendant plusieurs jours, parce que ce gars-là travaillait 175 heures par jour. Il y avait des projets stratégiques de haut niveau, comme on peut l'imaginer dans ce genre d'entreprise. Et il a fallu communiquer, rassurer les investisseurs, rassurer la bourse, rassurer la famille, bien évidemment, etc. Et ça, communiquer, alors quand on a une très grande entreprise, communiquer, ça coûte énormément d'argent. À l'inverse, mais ça nous sort du cadre, il y a des dirigeants d'entreprise qui commettent des erreurs en communiquant sur les plateformes Internet. Et pareil, on a besoin d'énormément d'argent pour refaire une communication positive, on va dire. La communication, ça coûte très très cher. Voilà, donc ça c'est l'homme clé. Et puis le dernier point avec Stéphane, le cas du décès. Oui, alors évidemment, on retrouve dans le cas de l'indisponibilité à moyen terme du dirigeant les besoins de capitalisation, parce qu'on est malade, mais on a besoin d'argent
Et donc on va aller chercher les dispositifs qu'on a mis en place au fil du temps et on les retrouve. Voilà Stéphane, est-ce que tu peux nous parler des sujets qui concernent le décès de son dirigeant? Donc, bon, on a déjà pas mal évoqué le sujet du décès, mais avant d'avancer sur ce sujet-là, je voulais vous donner juste un chiffre où, en fait, et c'est purement statistique, 2/3 des TNS en France sont mal couverts ou pas couverts. Donc moi, je vous interroge peut-être dans les jours, les semaines à venir, à voir interroger vos clients TNS pour savoir si ils ont une couverture. Gérald a donné quelques exemples avec des grands patrons ou de l'ETI, des grandes entreprises. Eux, ils sont parfaitement bien couverts, mais si on se rapporte et si on regarde plus ce qui constitue le socle de l'économie française avec les TNS, on s'aperçoit en fait que ces gens-là ne sont pas bien couverts. Donc il y a un réel travail à faire aussi bien de votre côté que de notre côté pour aider justement les TNS à se couvrir. Donc, et sur la partie décès, et en fait, là où aujourd'hui on veut appuyer le sujet, c'est sur la rédaction des clauses bénéficiaires, car avec les changements de situation familiale, les divorces, d'abord on commence par le mariage, les divorces, le mariage, divorce, remariage, union libre, des enfants d'une première union, d'une deuxième union, les enfants de conjoints, que ce soit les personnels, les personnes individuelles ou les TNS, on doit faire très attention à la rédaction de la clause bénéficiaire, que ce soit sur les contrats de prévoyance, sur les contrats d'assurance vie, les contrats d'épargne salariale. Et pour cela, on peut leur recommander de se rapprocher du notaire pour soit l'aider à rédiger ou alors à renvoyer directement vers le notaire en cas de décès directement. Au travers d'un testament, par exemple, qui permet d'actualiser au fil du temps. Alors, la notion de capitaux décès, c'est un élément essentiel. Hein. Je crois que si vous avez compris un certain nombre de choses, notamment vous avez compris ça, il est assez fréquent quand on fait une analyse fine de la situation familiale, des engagements du couple, par exemple pour ses enfants, du niveau de vie du couple dans son intégralité, qu'on ait besoin de plusieurs années de capitaux de décès, j'allais dire presque tout de suite après le décès du dirigeant. Quand je dis plusieurs années, ça monte très vite. 3 ans étant un minimum, très vite, on est sur du 5, 6, 7 ans. J'avais fait, moi, une évaluation pour soutenir un collègue de Stéphane il y a quelques années sur un... Alors, là encore, je prends des extrêmes, hein, et vous m'en excuserez, mais on avait fait un chirurgien orthopédiste, hein, dont le revenu était un peu supérieur à 200 000 euros. 200 000 euros, il avait besoin, enfin sa famille avait besoin de l'équivalent de 12 ans de rémunération. Alors, ne me demandez pas, je ne vais pas faire le sujet là aujourd'hui, mais et c'était justifié. C'était malheureusement justifié. Sauf à tout casser. C'est-à-dire les enfants, on ne les met plus en école privée, il n'y a plus de vacances, ou il y a beaucoup, beaucoup moins de vacances. La résidence secondaire, c'est terminé, il faut la mettre en location ou en vente, etc. Donc, c'est des choix, on peut les faire. Ou alors, quand on a les moyens, on se paye des dispositifs de prévoyance complémentaires au bon niveau. Quand Stéphane précisait que les 2/3 des TNS n'étaient pas ou peu couverts ou mal couverts, c'est qu'en fait, on a prévu des dispositifs quand ils gagnaient 10 000 euros, 15 000 euros, et puis on ne les a jamais revisités. Et quand vous posez la question aux dirigeants de bonne foi, au fait, tu as fait ce qu'il fallait avec qui tu veux d'ailleurs, à la limite. Oh, il n'y a pas de problème, je sais que ça me coûte une blinde tous les mois. Voilà, c'est tout. Bah oui, mais l'analyse. Bah oui, mais l'analyse, on l'a fait le lendemain du décès, et on s'aperçoit qu'il n'y a même pas un an de salaire qui est débloqué, ou un an de rémunération professionnelle qui est débloqué. Et ça met les familles entières dans la panade. Donc, c'est un sujet qui est important en genre, et qui est important dans sa qualité, j'allais dire évolutive. Stéphane a précisé, les remariages, bah oui, on peut très bien être marié, on peut très bien vivre en concubinage, tenir énormément à son conjoint, ça ne pose pas de problème, mais n'avoir rien prévu. Et bon, le jour où ça pose problème, bah forcément on découvre trop tard la situation. Voilà, on a fait le tour. Je remercie Stéphane, je remercie Sébastien de tout cela. Vous retrouvez le support sur les instances, auprès de vos instances.
Voilà, on a une petit graphe de synthèse de tous les sujets qu'on a évoqués. L'accompagnement de Gain Assurance, avec les agents généraux de Gain Assurance. Merci à vous de votre écoute. Merci. Merci. Éligibilité, il faut que le bilan ne soit pas déficitaire depuis les 3 dernières années. Et quand il est déficitaire, c'est une année. Il y en a beaucoup, ça. Vous en avez de la GSC? Il y a parfois des raisons qui sont entendables. Par exemple, la carte d'un client. Ah, moi aussi, j'en ai que 2. Ça sert. Je trouve que ça sert. Ça se développe là. Non, parce qu'il y en a de plus en plus qui se mettent en SASU. Normalement, dans l'idéal, il faudra avoir 3. Normalement, SASU, les dirigeants payent des charges, mais je crois qu'ils n'ont pas droit au chômage. Et après, dès qu'on a un bilan un peu difficile, on présente la certification. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, ils se disent, moi, je suis salarié, je n'ai pas besoin de... C'est toujours pareil. C'est comme la prévoyance. Avant le chômage, j'ai pensé à la prévoyance et finalement, non, c'est bon, ça coûte combien, ça coûte plus cher. Ah oui. Aux associations? Une homme clé sur une association. Un homme clé sur une association? Oui. Ah bah par nature. Ouais, ça peut... Par nature. S'il y a déjà une problématique associée, c'est donc qu'il y a une importance personne physique. Non, association. Pour les associations. Ah, excusez-moi, je pensais à une association personne morale. Il y aura une personne Ah clé oui, dans ça une pose aucun problème, ouais, bien sûr. Ouais. Il y a des associations. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça se fait au travers d'un PV d'assemblée où le PV d'assemblée statue sur le fait qu'il y a effectivement un homme clé dans l'association. Ah bah, on se déclare, enfin, un assureur est capable de vous l'assurer, mettre en place un régime de prévoyance pour une personne. L'entreprise le paye et c'est l'association qui va se retrouver avec cet argent. Bon, par contre, si on veut faire les choses proprement au plan juridique, sur une association loi de 1901 à but non lucratif, il ne faut pas être excessif. D'ailleurs, le principe de la loi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'idée qu'il y a une règle de proportionnalité. On ne peut pas enrichir une association, même au travers du décès de son dirigeant ou de son homme clé. Imaginons que l'association n'ait pas besoin de cette ressource du tout, ça risque effectivement d'être vu par le fisc comme un détournement. Par exemple, là, moi, je pense simplement à un client qui est une association sportive. Ouais. Si en cas de décès, l'association est amenée à fermer, il faudra rembourser les coûts des adhérents. Ouais. Ça pourrait être un... Bah, je ne vois pas en quoi le président de l'association met en péril l'existence de l'association. Oui, alors sur un gros club professionnel. Oui, directeur sportif, oui. Ah oui, ben voilà. Donc ça, c'est typiquement le cas. Donc là, dès lors que vous parlez de directeur sportif, ça veut dire que le club, il est déjà à un certain niveau. Ouais, D'accord. 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 Il est le lien avec les sponsors, par exemple. Ah bah oui. Bah, c'est typiquement un homme clé, ouais, absolument. Ouais. Absolument. Là où on va être limité, c'est qu'on ne pourra pas prétendre, par exemple, que ça vaut 1 million d'euros. Fiscalité des professions On sera obligé de respecter les règles de proportion. Bah, à l'auteur du besoin sur une année et pas sur... Parce que quelquefois, quand on évalue le besoin en trésorerie d'un homme clé, quelquefois on est sur des montants qui sont assez importants, qui peuvent couvrir 2-3 années de budget. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'un doctorant, quand il s'agit d'un ingénieur de très très haut niveau, il faut 3 ans pour le remplacer pour qu'il arrive au bon niveau. Donc là, dans une entreprise commerciale, ça pose aucun problème. Dans une association, on sera plafonné à des ressources qui sont plafonnées à 1 an. Parce que le principe, c'est ça. Ce que j'envisage, c'est que si jamais il part et qu'on ne peut pas en trouver un autre, on ferme, mais par contre, on rembourse les adhérents. Oui, c'est ça. C'est un principe entendable. Ouais.
J'ai une question sur la garantie Vous êtes basé. Oui. On dit que les flux circulent sur la personne physique pour aller aux événements. Oui. C'est un flux, si je fais sans frais. Quel est votre nom? Vous êtes Non, on couvre exactement comme un contrat de prévoyance classique. Soit qu'on rédige On a fait une boîte mail collective de l'agence. Si vous voulez, vous envoyez un mail et comme ça, il y a toujours qui. un des associés Merci madame. durant, etc. Vous avez les fonds Avec pour les l'accord associés de son conjoint, les enfants. signant la loi, et les enfants majeurs, et bien voilà ce qui se passe. Donc l'argent, par exemple, construite avec le GAN, par exemple, qui vaut par exemple 1 million par associé. 33% la valeur. Voilà, 3 millions, ça fait 1 million. Voilà, 1 million. Ben, le million va être donné aux associés au prorata de leur part. Donc, si c'est un tiers, ça va être voilà. Et ils vont pouvoir payer la veuve qui, elle, comme elle a signé 5 ans plus tôt, va pouvoir, en contrepartie, liquider ses parts sociales. C'est pas du tout normal. C'est de l'argent disponible du jour au lendemain. Merci beaucoup. Moi, je vous en prie. C'est super intéressant. Merci, au revoir. Oui, Philippe. Avant qu'on commence, oui, installez-vous. J'ai un souci avec le rapport là. Ouais, dites-moi, parce qu'on les a pas relus. Hein. Ça a été... Ah ouais, voilà le Ça- problème. ça- Heureusement que j'ai lu ce matin. ça a été C'est pas utile. parti à l'administration. Hein. parce qu'on a En fini- fait, voilà, il y a un rapport. on les a pas relus, on les a relus vite fait. Mais... Il y a une merde. Attendez, le paragraphe là est identique au paragraphe l'année d'après, le même nombre de fois, etc. C'est Tout ça, le nombre. 3 fois la facture de l'expert comptable ou du loyer. Enfin bon, on a l'impression qu'on a fait un copier-coller du truc. En fait, on a fait parce que sur ce qu'on a projeté aux vacataires, c'était exactement la même Oui, chose. mais les mêmes années. Ouais, les 2 années 2018-2019. C'était Bah les ouais, mêmes, mais voilà. moi, en voyant ça, je me suis dit. Vous voulez qu'on... En voyant ça, je me suis dit, si elle a que ça, là, elle me dit, mais elle va dire, ils ont fait un copier-coller. Eh ben, on peut changer. Il faut changer la phrase. On a fait un copier-coller. Hein. Oui, mais c'est clair. On a fait un copier-coller. Donc il faudrait changer la phrase et que je redonne le bon truc à Karine pour que ça puisse partir. Je vais vous trouver un truc. Ça, c'est à vous, ça? C'est pas Ouais. moi. Et vous me parliez... Il y avait autre chose, non? C'est juste ça? Non, les déclarations de TVA sont arrivées. Ouais, Bon, Emad les a tout de suite saisies au PIA. d'accord. Donc c'est rentré dans la machine. Alors je ne sais pas comment on va régler le problème après. Ouais. Et Gwenaël fait le contrôle demain matin. D'accord. Et elle nous tient au courant. Vous ne parliez pas d'autre chose là dans votre SMS? Non, non, C'était- j'ai juste fait ça. le SMS c'était par rapport à ça. Bon, bah, c'est- ouais, ok. Hein, qu'on puisse modifier et puis qu'on renvoie à Karine. Non, non, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, je vais changer une des 2 années. Mais je me suis dit, il faut modifier le paragraphe. Hein. D'accord. Parce que je me suis dit, attends, qui regarde ça, et qu'ils se disent, ils me font des copier-coller. Enfin bon, on ne sait pas ce qu'ils peuvent penser ces gens-là. Ok, ok. Oh là 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 là. Tu veux pas aller au fond, toi? Comment? Tu veux pas aller au fond, là? C'est pour éviter qu'on m'endormisse. Et quand je suis au premier rang, Comme ça, on te voit. et je me dis qu'on me voit. En général, c'est les anciens hein, qui vont au premier rang. Ils n'ont plus rien à faire. Non, dans les salles de conférence, ils remontent comme ça toute la salle, tout le monde voit qu'ils sont là. C'est pas faux ce que vous dites, René. Ah ben c'est pas faux, c'est une réalité ça. Ils traversent toute la salle depuis le bas. C'est comme ça que ça se passe au Palais des Congrès. Ils n'arrivent pas par la porte immédiate là. Ils nous redemandent une clé encore, j'entendais tout à l'heure. Hein
contre, ça c'est branché, ça? Ok. Bon, on a le temps encore. Hein, il y a un quart d'heure. Nathalie, c'est quoi son nom? Flinoise. Flinoise. F-L-I-N-O-I-S-E. Flinoise. Vous avez peut-être pris Nathalie chez vous? Non, on n'a qu'une. On n'a qu'une. Donc c'est oui. Hein? Donc c'est oui la réponse. Je voulais juste récupérer La clé. Ouais, avant 17h. Parce qu'après, moi, je pars à 17h30 et je dois... Ah bah voilà. Je vais vous regarder tout de suite. Attendez alors. Je ressors un peu tout ça. Est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? Ah oui, oui, c'est voilà. Voilà, c'est bon. Oui, bonjour, c'est Christophe, ici à la région. Est-ce que vous pourriez me rappeler? Merci. Mais tu vas pas passer. Tu crois pas que tu vas passer tes coups de fil là? Toi, tu crois qu'il y a ici? C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. T'as vu ce soir? Ouais. Facile. Hein. Très beau match. Non, pour le coup, ça faisait plaisir.